Aïe, 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 c'est chaud. C'est chaud et ça le restera jusqu'à la fin de cette émission grâce à vous, public, grâce à vous, public. Et bien sûr, aux éléments de la carogante que vous aimez bien, je vous présente, mesdames et messieurs, Nessi Ndri. Nessi, ça va? Ah oui, ça va. Le vent, il est tellement sec et rempli de poussière qu'il faut se munir de ça. Mais heureusement que tu es là. Tu vas nous donner donc quelques astuces pour se protéger de l'harmattan. Pour bien gérer l'harmattan. Merci beaucoup, Nessi. Et juste en face de Nessi, vous avez le Bramogo, le nouveau Nishi de la place, Loïc Godeli. Loïc, oui, bonjour Caroline. Et le week-end? Très bien, comme d'habitude. Impeccable. Super bien. Oui. Caroline, ça se sent, il est tout frais. On commence oui, très belle chemise. Hein. Oui, merci Éloi Sessou. L'élégance. Et l'élégance fait cher. Super public hein, pour un lundi. Et j'aperçois un monsieur. Il a quoi? Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Philo, tu as quoi? Philo, il y a quoi? Qui est mort? Qui est mort? Qui est mort, Yamoussoukro? Ebony, c'est une femme qui a gagné, Ebony. Ma plume éditoriale n'a plus de sens. Ça va. Avec tout ce que tu as écrit là, c'est toi qui as fait tout ça. C'est tout bannière a gagné. Regardez toutes mes rubriques. Dans mon journal, la rubrique confidence, tous mes confidents m'ont abandonné. Ma plume n'a plus de sens. Alors, vraiment. Un mauvais souvenir pour moi. Mais oui, franchement, je compatis à ta douleur. Dans mon journal, même la page nécrologie, c'est moi qui l'anime. Et même les mots m'ont abandonné. Alors, Philo, dis-moi tout. Je veux dire, qu'est-ce qui te fait mal dans cette histoire? C'est parce que c'est une femme qui a gagné? C'est parce que toi, tu n'as pas été retenu? Ou, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a? On parle de liberté de la presse. Oui. Pourquoi nous ne sommes pas libres de choisir nos rangs? Il faut être premier. Mais je pense que ça va venir. Hein. Il va falloir bien poser le problème. Je vais redoubler d'efforts. Vraiment. Voici que tu reviens de meilleurs sentiments. Avec ta plume. De meilleurs sentiments, redoubler d'efforts. Il ne faut pas baisser les bras. N'abandonne pas ta plume surtout, pas du tout. Ça ressemble à un condrede. Une seule plume ne suffit plus, il faut beaucoup de plumes. Merci, on applaudit très fort, Dr Philo. Vous êtes à ce midi et c'est dans cette ambiance que nous allons évoluer. Comme d'habitude, il y a une rubrique consacrée, bien sûr, au témoignage. Nous avons donc un thème. Alors, le thème retenu pour ce jour, j'ai fait 4 fois la prison en Suède. Je n'en dis pas plus, je vous laisse tout simplement en compagnie de notre docteur en humour pour son analyse. C'est pas facile. Ouais. Non, mais c'est terminé là, tu reviens à de meilleurs sentiments. Là, on est passé à autre chose. Ouais. 4 fois la prison en Suède, franchement, c'est... Ça, c'est encore déplorable. C'est surplorable même. C'est surplorable. Non, mais... Le dictionnaire Philo. Franchement, 4 fois en prison, et il a le courage de venir s'asseoir sur un plateau de télé, franchement, c'est chez les Blancs là-bas. Sinon, si c'est chez nous ici, tu as fait 4 fois la marque là, tu peux pas avoir... Ça, ils vont te soulever pour venir te faire asseoir. Bazin, tu as maillé Bazin, 4 fois, tu as fait combien? Une fois là, c'est combien d'années? 2 fois, 3 fois, 4 fois, Bazin, si tu peux tenir ici. Malnutrition. Ah ouais, ils vont te ballonner. Là, la mère va dire, on veut mon ballon, faut me tirer un peu, et m'asseoir. Vous voyez,
La Suède, selon les informations que j'ai à ma possession, la Suède, je crois, c'est le 3e plus grand pays de l'Afrique, de l'Europe de l'Ouest, après la France et l'Espagne. Donc vous comprenez pourquoi les gens vont vers là-bas. Blanc là, c'est pas comme chez nous. Même si tu as cassé pas de poulet. Moi, je croyais que la Suède était en Europe du Nord. C'est en Europe du Nord. Europe du Nord, pas occidentale, hein. Du Nord. Oui, c'est pas l'Ouest. du Nord. Ah bon, d'accord. Bon, autant pour moi. C'est tout ça qui a fait que je n'ai pas remporté le prix de C'est tout ça là. Il a levé tout ça là devant moi. C'est bon, c'est bon. Et donc, c'est un pays, je crois, à peu près, la superficie fait environ 500 km. Oui, à peu près, voilà, à peu près 500 449, voilà. 964 voilà. km². Et donc, vous comprenez pourquoi les gens vont beaucoup là-bas, ils veulent aller là-bas. Là-bas, blanc, hein, chez nous, là, c'est pas la même chose. Si tu as cassé pas de poulet là, on va te mettre en prison. Sérieux? Oui. Et puis surtout, bon, ça là, j'imagine un petit doula là-bas. Ça là, il va faire quoi? Mais c'est ça, aux pigeons. Vous avez dans les jardins publics, là, les pigeons qui sont, il y a beaucoup de pigeons comme ça. Tu vas prendre, il va prendre un lance-pierre, il va tuer. Il va tirer ce pigeon-là. On va le mettre en prison. Hein? C'est un joli petit pays. Même la capitale, je crois, c'est Stockholm. Stockholm. Ah, Stockholm. Tu vois, quand tu fais quelque chose, on stocke les hommes en prison. Ça, c'est Stockholm. On va te stocker en prison. Non, mais Philo, voilà. Elle est trop bonne celle-là. Donc, s'il y a quelqu'un, franchement, qui est allé là-bas, qui a fait la prison, il va venir nous expliquer ce qu'il a fait. Franchement, moi, je pense que même les clandestins là-bas, hein, eux-mêmes là, ils n'attendent pas. Quand ils plongent dans l'eau, les clandestins, généralement, ils viennent par voie maritime. Eux-mêmes là, les policiers de là-bas, les marins de là-bas, ils plongent dans l'eau, ils vont te chercher, puis te ramènent sur leur territoire, puis te foutent en prison. Ah, c'est bien. Ah ouais, donc franchement, s'il y a quelqu'un qui a fait 4 fois la prison là-bas, franchement, moi, je suis très heureux de le recevoir. Quelque chose malheureux, bon, c'est sinon, chez nous ici là. Tu vois, je suis allé à la Maca la semaine dernière. En a pratique, ils ont pris chose. Liane, code de liane là, c'est qu'on prend pour faire pour les attraper. Ça a taché sa bouche. Mais il a fait quoi? Philo. On peut pas ça. On peut pas ça chez nous. Les droits de l'homme ne sont pas respectés ici. C'est ce que tu veux dire? Écoute, je dis pourquoi? On dit non, il est condamné pour agression verbale. Tu étais en reportage alors. Il était en reportage à la Maca. D'accord. Alors, Philo, on te remercie. Et puis, comme tu nous as promis de doubler d'ardeur, on espère que tu vas le faire. Mais moi je te verrai plus dans le domaine de l'humour. Voilà. On va organiser un concours du meilleur humoriste et c'est sûr que tu vas le remporter, n'est-ce pas, public? Eh bien, que savez-vous de la vie des sans-papiers en Europe? La question fut posée lors d'un micro-trottoir et l'on a enregistré quelques réactions. La vie des sans-papiers en Europe, selon moi, c'est très malheureux. On les voit souvent dans les rues comme des mendiants. Souvent, même, ils sont rapatriés dans les pays où eux-mêmes se débrouillent pour aller chez eux. Ils n'ont pas de quoi manger, en tout cas. Ils se cachent souvent. Je pense que ça doit être un peu difficile par rapport à la vie des sans-papiers en Europe. Parce que je pense bien qu'on n'a pas de documents, on est un peu harcelé par la police par rapport aux documents que je vois, les commentaires que je suis un peu à la télévision. C'est un peu compliqué. Mais plus ou moins, il y a d'autres qui me disent qu'ils arrivent à s'en sortir. Ils ont des techniques pour avoir des papiers à la longue. Je pense que c'est la misère et puis la pauvreté, le manque d'emploi surtout, qui fait que les gens vont en Europe pour se chercher. Et puis il n'y a pas, je pense bien que c'est avant-hier qu'on a ouvert le concours. Donc c'est tout ça, c'est compliqué quoi. Bon, en Europe, vraiment, je sais que ça ne donne pas la liberté, ils sont toujours dans les maisons, ils n'arrivent pas à sortir parce qu'ils se disent que s'ils sortent, on peut les rapatrier. Donc ils ont cette phobie-là, ils sont à la maison, ils ne sortent pas. Ok, je peux dire qu'en Europe, les sans-papiers sont comme des fugitifs. Ils souffrent beaucoup, ils sont venus se cacher, voilà. Ils travaillent beaucoup aussi pour s'en sortir, pour faire des papiers aussi. Donc on peut dire qu'ils souffrent vraiment. C'est comme ça. Je sais d'abord que ce sont des Africains qui quittent ici en quête de bien-être pour l'Europe et qui vont là-bas et qui commencent déjà une vie de sans-papiers. Au fur et à mesure, ils font des petits boulots qui leur permettent de gagner au moins quelques sous pour ramener à leur famille ici. Mais je pense que leur vie s'améliore au fur et à mesure. Et à l'aide de quelques petits arrangements avec les administrations de là-bas, ils arrivent à avoir leur papier. Mais leur vie est difficile. Voilà, vous êtes donc sur RTI1 et l'émission
C'est bien sûr votre émission préférée, c'est midi. Nous vous encourageons à rester en notre compagnie. Notre invité du jour se nomme Ndiaye Daouda David. Il a fait 4 fois la prison et c'est avec plaisir que nous le recevons sur ce plateau. Voilà, Docteur Philo le disait, un prisonnier choco. Mais il n'est pas que prisonnier, par la force des choses, il y est allé. Mais à côté de cela, c'est un homme qui a un témoignage très captivant. On va l'écouter. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci, c'est gentil. Apparemment, vous nous suiviez depuis la Suède. Oui, depuis la Suède. J'aime bien l'émission et tout. Donc, Alors, on va donc aller très vite déjà pour savoir les motifs qui vous ont poussé à aller en Suède. Les motifs, bon, ça a commencé en 99 parce que j'étais sérigraphe déjà ici. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Je travaillais bien, voilà quoi, ça allait. Mais après les événements de 99-2000, voilà quoi, j'ai eu la chance d'aller me chercher, comme on le dit. Voilà, donc j'ai pas hésité, j'ai dit pourquoi pas. Mais pas par la voie légale. Hein. Ouais, on va dire ça. Apparemment, vous aviez eu une occasion de 2 semaines. Voilà. C'était un visa de 2 semaines, c'est cela. Et malheureusement, j'arrive le même jour, les ennuis commencent. Dès que j'arrive, je suis recalé à l'aéroport de Roissy. Là, c'était d'abord la France. Hein. Oui, d'abord la France. J'ai passé 3 jours dans une cellule de 4 mètres carrés. Pourquoi ? Oui, parce qu'il trouvait que mon visa était un peu trop suspect, que voilà, je n'allais pas rentrer et tout. Mais c'était vrai ou non? Ah non, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Donc, vous voulez dire que injustement, vous vous êtes retrouvé en prison? Bon, pas injustement, mais bon, voilà quoi. Dans ma tête, c'était pour rester. Ou bien ils ont vu le plan. Ils l'ont vu de loin, justement. Ouais. Parce que vous partez pour 2 semaines, certainement que vous n'avez pas fourni tous les papiers qu'il fallait. Clair, clair. Donc voilà, ils ont décidé de me ramener en fait. En fait, c'était pour me ramener. Donc on était dans cette petite cellule de je crois 4 mètres carrés. Hein, et il y avait au moins une cinquantaine de personnes dans cette salle-là. Et ce qui m'a marqué, c'est que j'ai fait 3 jours, 3 nuits sans savoir s'il faisait jour, il faisait... voilà quoi. Et là où tu es assis, c'est là où tu dors. Si tu te lèves pour aller uriner, si tu viens, voilà quoi, tu... C'est ta place. Voilà, quand tu te lèves, tu perds ta place. C'est comme ça. Ça a dû être terrible. Ouais, quand même. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? On te rapatrie, tu optes pour une autre destination, c'est quoi? Par la suite, ils m'ont gardé pendant 3 semaines. Et là, ils m'ont libéré. Ils m'ont donné un document qu'on appelle sauf-conduite, c'est-à-dire j'avais 3 mois pour quitter le territoire. Je n'allais pas quitter. Hein. Là, je me suis retrouvé chez l'un de mes tuteurs. Et au bout de quelques temps, ça a mal tourné. Je me suis retrouvé dehors. Je crois 8 mois après, j'ai passé 2 mois dans la rue. Wow. Voilà, passé 2 mois dans la rue, dormir dehors. Dormir dehors, c'est un peu trop dit, mais bon, voilà, j'étais un peu partout. C'est-à-dire, je peux marcher de Yopougon à je sais pas, à Bassam sans me rendre compte. Parce que je marche toutes les nuits, je ne peux pas comme ça dormir dans la rue. Est-ce que ça ne fait pas perdre la tête? Si, beaucoup. Parce que dans la nuit, on rencontre tout le monde. J'ai croisé des anciens prisonniers, j'ai croisé des drogués. On sympathise, on cause, mais voilà. Et quel impact cela a eu sur vous? Bon, chacun explique son histoire. Comment j'explique pour moi et l'autre, dès qu'il commence, j'ai l'impression que pour moi, ça va. Donc, je me motive selon ça pour pouvoir essayer d'avancer. Et arrivé un moment quand les choses ont commencé à se compliquer, il faisait froid, il fallait faire la manche pour manger, c'était le plus dur en fait. Et moi, je suis quelqu'un, je me gêne beaucoup. Et voilà, c'était le plus dur. M'arrêter devant quelqu'un et dire, excusez-moi, je peux avoir 1 euro pour manger, ça franchement... C'est vraiment humiliant. Hein. Quand tu arrives à mettre la fierté. C'est ça, surtout quand tu as eu à exercer des activités. Justement, j'ai pensé à tout ça. Et à un moment, je voulais rentrer. Mais je me suis dit, écoute, il y a des gens qui passent par la mer et qui ils n'arrivent pas à bon port. Toi, si tu as eu la chance, essaye encore de persévérer. Et c'est ce que j'ai fait. Non, mais j'ai envie de savoir, en fait, parce que la Suède, c'est un pays, quand tu regardes leur hymne national déjà là même, premier paragraphe déjà, on dit « Je te salue, toi, pays le plus beau du monde, ton soleil, ton ciel, tes pâturages verts. » Tout ça, là, il n'y en a pas ici. Hein. Le soleil d'ici n'est pas beau.
Non, mais en fait... Mais est-ce que là, dans votre je vais dire, développement, vous avez déjà quitté la France? Oui. Vous avez déjà quitté la France. Combien de temps après? Je crois 1 an après. 1 an après. Voilà. J'ai ma grande sœur aussi qui vit en Suède, elle s'appelle Kofi Béatrice, qui décide de venir me chercher vu les conditions et tout. Là, on prend la route. Comme ils sont dans l'Union européenne, on espère qu'il n'y aura pas de contrôle. On est assis Mais pourquoi ensemble. vous avez mis tout ce temps sans appeler votre grande sœur? J'aime dépendre de moi-même. de galères. J'aime dépendre de moi-même, en fait. De situations difficiles, de conditions très difficiles. J'aime dépendre de moi-même. Déjà, étant à Abidjan, je vendais l'eau, je vendais j'ai été cireur, donc voilà. Ah. Oui, j'aime dépendre de moi-même. Chapeau, hein? Chapeau. Vous êtes passé par tous ces petits boulots avant d'être sérigraphe. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. D'accord, donc on va revenir à la question de philo. C'était laquelle déjà? J'ai oublié. Non, par rapport à la ligne nationale. Pourquoi j'ai laissé tout ce que j'avais ici? C'est comme j'ai dit, là, arrivé à un moment, c'était un peu plus dur pour moi d'avoir des marchés pour développer un peu la sérigraphie que je faisais. Ça, c'est mon premier magasin que j'avais avant de partir. Donc, j'avais perdu un peu, voilà quoi, l'espoir, un truc comme ça. Sinon, ça marchait bien. Hein. J'ai fait avec même les conditions politiques dans lesquelles on se retrouvait, tout ça. J'ai fait des travaux même pour la RTI, aux vacances 2000, les t-shirts, c'était moi. Voilà. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Donc, j'ai décidé d'aller me chercher. Au cas où ça marchait, j'allais continuer mon travail. Et puis voilà, revenir et développer ça ici. C'est ce que j'avais en tête. Donc vous allez en Suède voilà, avec je votre suis dans le grande bus sœur. avec ma grande sœur et arrivé en Allemagne, on nous arrête. À la frontière de l'Allemagne. On nous arrête, j'ai pas mes documents au complet. Ma grande sœur assise là, je ne peux pas dire qu'on est ensemble. Donc du coup, le policier me fait descendre, le seul passager qui est descendu derrière. Je suis allé prendre mes affaires, je regarde ma grande sœur dans le bus avec les larmes aux yeux et puis voilà, le bus continue, moi je reste là. On me met... Là, vous êtes obligé de feindre de ne pas la connaître. Hein. Oui, bien sûr, voilà, sinon on nous garde nous deux et voilà. Donc on me met 2 jours en prison et on décide de me ramener en France puisque je suis venu par la France. J'étais un peu dégoûté. Il dit ok, il n'y a pas de souci, moi je vais rentrer en France. Après 2 jours... Rentrer en Côte d'Ivoire? Non, en France d'abord. D'accord. Et après 2 jours, on décide de me ramener en France. On me donne un ticket de train avec 2 grands policiers là, qui m'accompagnent avec les menottes et tout. Il y avait une foule immense à la gare. Et là, franchement, j'avais la honte de ma vie en fait. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi. Déjà, t'es noir, c'est un défaut. Donc, ils vont... Voilà. On arrive à la gare, le train s'arrête à une autre gare. J'attends qu'on continue. Rien, tout le monde descend. Moi, si je descends, je vais demander au conducteur du train, voilà, je dois aller en France. Il dit, mais moi, je ne sais rien. Donc, je sors de la gare. J'appelle ma soeur, il dit, ben voilà, ils m'ont laissé. Je ne sais pas s'ils m'ont laissé, mais voilà, je suis dehors. Je vois une cabine, j'arrive, voilà, quoi, je m'assois là. Le temps que ma soeur, parce qu'elle était au travail, me rappelle pour que je puisse trouver une solution. Jusqu'à 19h, on doit fermer. Ma soeur n'appelle pas. Elle dit waouh, je dis c'est chaud. Là, on sera obligé de courir un peu à cause du temps qui nous est imparti. Donc, expliquez-nous très rapidement quelle va être donc votre vie en Suède. Vous allez en prison 2 fois, 3 fois? J'arrive en Suède. Pour moi, tout allait bien se passer. Là-bas a été 2 fois ou 3 fois plus pire que mon premier parcours. En fait. Il paraît que vous avez été victime de délation. Oui, bien sûr. De la part de vos propres frères ivoiriens qui vous ont dénoncé auprès de la police. C'est dommage. Voilà, il est là, c'est un Ivoirien, il est sans papier. Et là, on vous jette en prison. Là, on me jette en prison. C'est terrible. Hein. Pour la première fois... Où est passée la solidarité africaine? Mais c'est comme ça. En fait, j'ai l'impression, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand un nouveau arrive et il commence à grouiller un peu, du coup, ils sont un peu, voilà quoi, jaloux. Et ils se disent que voilà, toi, tu viens d'arriver, tu veux leur ressembler, des trucs comme ça. J'ai été humilié même par des Ivoiriens, au milieu des Ivoiriens. Et ça, je ne vais jamais oublier quelqu'un qui m'a insulté du fait que j'étais babysitter. Ah, vous avez été babysitter? Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec le bébé au dos, hein, c'est mignon. Hein. C'est vraiment mignon. Yako. Pourquoi Yako? Yako, mon frère. N'est-ce pas que ça fait vraiment intéressant de voir un bébé au dos comme ça en Suède? Non, mais oui.
Alors, je veux dire, on va certainement épargner les téléspectateurs de certains détails. Donc, vous avez tout fait. Vous avez exercé beaucoup d'activités là-bas. Et au finish, est-ce que vous arrivez à obtenir vos papiers? Oui, 9 ans après. La libération. 9 ans après? Ouais, 9 ans après, parce que j'avais décidé de rentrer. Qu'est-ce qui vous retenait là-bas? Je veux dire, est-ce que c'était pas plus facile de dire non, je retourne en Côte d'Ivoire, je vais aller grouiller, même si c'est chaud, je vais avoir mon garba à locaux, tout ça? Ce qui me retenait, c'était la situation du pays, en fait. Arrivé au moment, c'était devenu un peu dur. Quand tu appelles même, waouh, ici c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et dit, ok. Autant rester là-bas, souffrir ailleurs. Autant rester là-bas, on ne me connaît pas et c'est encore mieux. Donc voilà, là j'ai décidé de rentrer en 2007. Et c'est là que je rencontre une Suédoise pour pouvoir être avec elle. Honnêtement, je voulais rester avec elle. Honnêtement, je voulais rester avec elle, mais vu ce que j'avais traversé, j'ai eu beaucoup de dépression dans ma vie et tout. Donc je ne pouvais pas lui rendre ce qu'elle voulait de moi. J'ai décidé de rentrer. Une semaine avant mon arrivée à Abidjan, elle tombe enceinte. Elle me demande de rester en Suède pour avoir mes papiers. J'ai dit non, moi j'ai envie de retenir, j'ai ma mère là-bas, voilà quoi, il me faut retenir. Donc je suis venu et je crois en 2010 on m'appelle. Alors, M. Ndiaye, on me fait signe dans l'oreillette qu'il est l'heure. Donc on va aller très très rapidement. Alors ce qui va se passer, comme je connais un peu l'histoire, c'est que votre épouse en fait vous avez trahi. Oui, parce que vous faites un test d'ADN, la première. Vous faites un test d'ADN par rapport à vos papiers, justement, pour que vous ayez les papiers de façon légale. Et il se trouve que l'enfant n'est pas le vôtre. Justement. Elle vous a trompé, elle vous a fait croire que c'était votre enfant, mais l'enfant n'était pas le vôtre. Donc encore une autre déception qui vient s'ajouter. Mais ça ne vous empêche pas de continuer de travailler. Non, vous persévérez, vous avez le courage d'aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, vous vous êtes installé à votre propre compte. Vous avez non seulement vos papiers, mais vous pouvez aller et revenir. Voilà. Vous allez en Suède quand vous voulez et vous revenez en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc on peut dire que voilà, on peut connaître, rencontrer d'énormes difficultés et s'en sortir. Oui, c'est clair. On loue votre courage. Merci beaucoup d'être venu partager cette belle expérience difficile, mais vraiment, vraiment beaucoup de courage. Vous êtes un exemple pour la jeunesse. Merci bien. Alors ne partez pas en Europe sans les papiers. Voilà, c'est pas bien. Mais s'il vous arrive d'être dans cette condition, ne baissez pas les bras. Et si vous vivez actuellement dans des conditions difficiles, sachez qu'il y a toujours de l'espoir. Et c'est donc sur ces notes d'espoir qu'on va vous dire au revoir et partir pour la pub. Merci.